Voilà, mesdames, messieurs, c'est un honneur pour moi de vous accueillir ici à Cinémon dans le cadre de cette conférence internationale sur les enjeux et défis du e-commerce pour les produits du terroir. Je rappelle aussi pour nos collègues aussi d'Européa, donc vous avez les casques pour la traduction en anglais. Je pense que tout doit bien fonctionner de ce côté-là. Donc on a en français le canal 2 et puis en fait en anglais effectivement le canal 1. Mais donc les présentations se feront essentiellement en français et puis on aura donc une traduction en anglais. Par contre, c'est vrai que dans les phases de discussion, c'est clair que les questions pourront être posées là en anglais. Et puis c'est peut-être là aussi que ça peut être intéressant d'avoir les écouteurs aussi pour les gens qui parlent français. Donc un bienvenue particulier aux membres d'Européa. So, really, welcome to Européa. Donc on a, comme vous le voyez, ce réseau Européa international, donc qui regroupe 25 pays, plus de 1000 lycées, plus de 1000 écoles. Et puis donc on a les représentants, on n'a pas les 25 pays représentés, mais on a quand même 16 pays représentés. Vous avez la liste des pays représentés ici. Donc vraiment, on est très très heureux d'avoir cette large représentation de la part d'Européa. Et puis voilà, donc on termine en fait avec la conférence, une rencontre qui a commencé à Genève, à Lullier, avec des visites d'exploitation. Puis on arrive, je crois, dans le prolongement avec la conférence sur le e-commerce qui va donner un cadre aussi intéressant pour les discussions. Un bienvenue également particulier aux membres du réseau international Concours Terroir. Donc là, on a des participants en ligne. On a, je pense, une dizaine ou une douzaine de participants qui suivent la conférence en ligne. Alors pour les participants en ligne, malheureusement, on n'a pas la traduction en anglais, on fait la présentation en français. Je crois qu'il y a un collègue d'Égypte, alors ça sera peut-être difficile pour lui, mais sinon je pense pour la Côte d'Ivoire, l'Égypte, Maroc, Tunisie, on a aussi je pense quelqu'un du Maroc, du Cameroun, ça devrait aller en français. Et puis peut-être aussi une information, donc on va enregistrer, les présentations sont enregistrées, vu que la conférence est diffusée via Zoom, donc il y a également possibilité ensuite d'accéder, de suivre la présentation. Donc je regarde du côté de la technique pour bien être sûr qu'effectivement l'enregistrement Zoom se fasse. Donc voilà, et puis peut-être en introduction aussi, je remercie particulièrement les partenaires suivants, donc Pays Roman, Pays Gourmand, qui est partenaire pour l'organisation de cette conférence, ainsi que Agridea, le patrimoine culinaire, et puis on a également le soutien de la République et Canton du Jura, dans le cadre, le service, particulièrement le service de l'économie, qui soutient aussi cette conférence. Voilà pour mon introduction, je ne veux pas être beaucoup plus long pour mon introduction, et puis je vais passer la parole au sous-directeur de l'Office fédéral de l'agriculture, Adrian Eby, qui aura l'honneur aussi d'ouvrir la conférence pour poser un peu la thématique. Donc merci à lui, Adrian, tu as la parole. Merci beaucoup et bonjour mesdames, messieurs. Je vous salue au nom de l'Office fédéral de l'agriculture et je vous remercie aussi pour votre invitation dans le cadre de votre magnifique marché et concours suisse des produits du terroir ici dans la vallée de Delémont. And a warm welcome also to our African friends which are seeing and hearing us from the African countries you mentioned before. L'OFAC soutient le concours des produits du terroir. C'est important d'avoir cet espace de dialogue et d'échange. Et l'OFAC soutient aussi la commercialisation des produits régionaux par des différents programmes que vous connaissez. Le thème que vous proposez d'aborder aujourd'hui, qui est celui des enjeux du e-commerce pour les produits du terroir et des stratégies pour promouvoir ces produits régionaux et bénéficier de l'essor du e-commerce. Ce thème est tout à fait d'actualité. Je vais vous montrer ce premier slide ici qui démontre un peu le cadre de la politique agricole. Et ça, ce que nous discutons au niveau politique maintenant, c'est d'intégrer toute la chaîne de valorisation. Donc, nous parlons
plutôt du système agroalimentaire, de la politique agroalimentaire, à part que seulement de la politique agricole. Et vous voyez très bien que vous avez aussi différentes politiques sectorielles qui influencent cette politique agricole. Et ça, ce qui est important pour nous, c'est qu'on aligne toutes ces politiques sectorielles vers un but. C'est ça qui est important et nous avons aussi des objectifs pour la vente directe. Nous avons un objectif 2050, je peux le mentionner ici, mais ça fait encore presque 30 ans. Mais nous allons vraiment dans une direction qu'on veut soutenir la vente directe pour recevoir ou pour arriver à une partie de 25% jusqu'à ce moment-là. Où on est maintenant? On est loin de ces chiffres, juste pour dire. Si vous regardez vraiment le e-commerce pour la Suisse, c'est que vous avez les chiffres ici. Ça, c'est l'alimentaire et apparenté, donc la nourriture et des produits apparentés. Et vous avez 2,5% selon les statistiques. Et si nous allons vraiment dans les denrées alimentaires, on est environ à 1% maintenant. Et ça, on peut comparer avec les produits non alimentaires qu'on commande vers l'Internet et nous sommes quand même un peu plus haut avec ça. Si vous regardez au plan européen, vous avez l'Allemagne qui est à 1,5%, plus ou moins. Ça, c'est la chiffre comparable avec ces 1% que j'ai mentionné avant en Suisse. Et si vous regardez à la France, les statistiques disent que nous sommes à plus ou moins 9%. Donc l'échelle est assez large ici. Mais regardons-nous maintenant dans un pays qui est un peu plus loin, mais qui est beaucoup plus avancé dans cet e-commerce pour les produits agroalimentaires. Ça, c'est la Chine. Et si vous regardez ici, vous arrivez quand même jusqu'à un montant de presque 20%, ou même un peu plus que 20%. Donc ça, c'est un leader mondial dans le e-commerce pour les produits agraires, agroalimentaires. Donc, dans un article récemment publié sur le site Agriculture and Strategies relatif à l'évolution du e-commerce des produits agricoles en Chine, il démontre que depuis 2015, la Chine veut faire du e-commerce un réseau de distribution à part entière pour les produits agricoles en rendant les canaux de distribution plus performants et dans l'objectif d'améliorer la rémunération des producteurs. Ça, c'est important. Rémunération des producteurs. Et si nous regardons maintenant ce qui se passe, ça, c'est une volonté politique. En Chine, ça marche un peu différent. C'est la politique qui dit ce qu'il faut faire. Donc, en réponse de cette volonté politique en Chine, les entreprises, donc aussi les géants comme Alibaba, ont formé une alliance qui vise à promouvoir l'image des produits agricoles et des spécialités originaires des régions pauvres. Les groupes de e-commerce ont en effet intérêt à se consacrer à la transformation numérique de l'agriculture traditionnelle. Ils ont investi dans la chaîne entière de la distribution, la standardisation des produits, la collecte, le traitement et la logistique. En coopération avec les gouvernements locaux, leur présence a favorisé la modernisation du secteur agricole et le développement durable de l'économie régionale. Pendant le confinement, de nombreuses zones rurales étaient en difficulté en raison de la baisse de la demande et de défauts de logistique. Les produits invendus pesaient sur la trésorerie des agriculteurs. Pour débloquer la situation, les entreprises et les associations se sont mobilisées dès le mois de mars afin d'assurer la collecte des produits agricoles et les proposer en ligne avec des tarifs promotionnels. L'e-commerce a permis aux agriculteurs de trouver de nouveaux débouchés. Alors ça, c'est aussi un truc qui est assez intéressant. Depuis la sortie de la crise sanitaire, après, les campagnes de promotion continuent en profitant d'événements tels que la fête nationale.
Les maires de villages et les agriculteurs sont désormais les nouveaux influenceurs au service du développement des territoires les plus reculés de Chine. Comme le souligne le quotidien du peuple dans une interview, et maintenant ça c'est important, le numérique, le portable et le live streaming, le numérique, le portable et le live streaming sont devenus les outils agricoles indispensables pour l'avenir des activités agricoles. Ça, c'est quand même important et intéressant comme statement dans un journal chinois. Ça, c'est une photo que moi j'ai fait moi-même à Berlin, c'est 2 ans maintenant, où un groupe de ces groupements comme Alibaba que j'ai mentionné, un groupe a montré, ça c'est Vanco Group, ils ont fait une présentation et je voulais juste vous montrer qu'ils ne regardent pas seulement un élément de ce e-commerce, ils regardent toujours toute une grande échelle et ça commence vers les data, ça commence vers l'éducation et passe quand même aussi vers les finances et le traitement allant de la chaîne de valorisation. Alors c'est vraiment quelque chose de réel. Il y a plusieurs des géants, des grandes entreprises là en Chine qui travaillent sur le sujet. Voilà. Ça, c'est clair. Ici, c'est pas la Chine. Hein. Ça, c'est vraiment... nous sommes tous aussi un peu heureux que nous ne sommes pas en Chine. Ça, c'est aussi clair. Mais on peut quand même apprendre 2-3 trucs sur cette manière comme ils gèrent le e-commerce. Donc, vous voyez ici, gestion des stocks, coût de transport aussi, délai de livraison, gêne de froid, vous pouvez le lire vous-même, ce qui est important à notre avis. Donc, c'est toute une échelle qu'on peut explorer, qu'on peut travailler dessous. Et avec ça, je suis vraiment très curieux de toutes ces présentations qu'on va écouter et voir ce matin et aussi cet après-midi. Donc, je me réjouis de ces 3 jours aussi de fête autour du terroir suisse, ici au Jura. Je vous souhaite d'excellents débats afin de trouver les meilleures pistes pour un développement fructueux en e-commerce. Merci beaucoup pour votre attention. Voilà, merci Adrian pour ce cadre aussi international. Et puis on va maintenant justement présenter plutôt la situation en Suisse, en Europe. On va essayer de faire quelques parallèles entre la Suisse et l'Europe. Tu l'as déjà fait aussi dans ta présentation. Et puis ensuite venir justement sur la situation en Suisse. Puis pour cette partie-là, donc on va se partager entre 2 Olivier. Donc voilà, donc moi-même Olivier Gérardin et Olivier Lapère, qui est responsable d'un projet sur le e-commerce au sein de la Fondation rurale interjurassienne, qui va aussi mettre en avant ce qu'on a appris aussi dans ce cadre-là. Voilà pour la présentation. Donc voilà le titre. Et puis les points qu'on va passer en revue, donc donner une définition, voir aussi quelques statistiques, tendances, voir les attentes, quelles sont les attentes aussi des producteurs et des consommateurs par rapport à cette question du e-commerce. Et puis on va revenir justement sur ce projet LPR, donc le développement du e-commerce pour les produits alimentaires régionaux, sur lequel on travaille déjà depuis quelques mois. Et puis on va partager avec vous un peu les résultats qu'on a pu tirer, puis les questions qu'on se pose, et puis voir un peu comment on pourra ensuite avancer. Donc, au niveau de la définition, le développement du e-commerce, c'est un développement qui est continu, qui a été propulsé aussi par l'arrivée du haut débit dans les années 2000, qui a été adopté dans les années 2010 avec l'émergence aussi des smartphones qui ont joué un rôle important, et puis qui est définitivement entré dans les mœurs avec la crise sanitaire 2020-2021, même si c'était déjà le cas avant, mais c'est vrai qu'avec cette période-là, ça a encore renforcé en fait cela. Je ne veux pas rentrer trop dans les détails, les statistiques ont été données par Adrian Eby, mais quand même c'est quelques chiffres. Effectivement en Suisse, on voit la part de l'e-commerce alimentaire dans l'e-commerce, la part de l'e-commerce donc dans le commerce alimentaire, environ 3%, donc 5-6% en Europe. Puis en Europe, des grosses différences, comme mentionné, la France 8%, le Royaume-Uni 11%, l'Allemagne 2%. Après, on a des chiffres justement au niveau international. La Corée du Sud, apparemment, qui est encore même devant la Chine avec 20%. Donc voilà, ça c'est des sources. Vous avez les sources aussi de ces chiffres.
Donc les observations, donc c'est un marché de niche, mais qui progresse d'année en année. Et puis, c'est vrai qu'il y a le côté aussi international. C'est un commerce qui est encore peu international. Ça s'explique aussi. Il y a des barrières tarifaires qui peuvent être aussi, ou non tarifaires, qui peuvent être importantes. Et puis, ces statistiques, elles comprennent aussi tous les produits alimentaires. Donc, les vins, café et autres denrées. C'est vrai que si on est en Suisse, on pense tout de suite au café Nespresso pour pas citer non plus une marque. C'est clair que là, on voit tout de suite l'impact que ça a sur un produit de ce type. Et puis, il y a peu de différence entre les différentes classes au niveau de la population. Donc, il n'y a pas forcément de différence dans les classes d'âge. Et puis, donc, c'est clair que hormis la population donc, qui vit dans les milieux urbains, donc là, qui consomme plus en ligne. Donc le e-commerce, c'est le secteur qui progresse le plus dans le commerce de détail avec les produits bio et régionaux. Donc même si les chiffres sont bas, c'est quand même un secteur qui se développe de manière forte. Et puis ce développement se fait aussi en parallèle au déploiement de points de vente de proximité. Ça, il y a ces deux développements qu'on peut observer. Le e-commerce donc a pu, c'est clair, on l'a vu, révolutionner des secteurs entiers de l'industrie, que ce soit le tourisme ou les voyages aériens, la vente d'habits, l'électronique, le secteur bancaire. Pour le commerce alimentaire, c'est clair, on n'a encore pas vécu cette révolution-là. On ne la souhaite peut-être pas non plus, ça c'est clair, pour notre production locale. Et puis c'est vrai que le principal frein qu'on peut voir à cela, c'est peut-être aussi ce côté de l'émotion, de la gourmandise qui tient une place de choix aussi pour l'alimentaire. On a besoin de voir, de sentir les produits qu'on souhaite acheter. Donc ça explique certainement aussi cette tendance. Mais on constate quand même que justement cette émulation, elle est là. Et puis, les acteurs sont nombreux. Et puis, il y a aussi beaucoup de développement d'outils qui se fait. Maintenant, si on vient sur l'attente des consommateurs en e-commerce, donc là, c'est retiré en fait une étude de la Poste que vous voyez en 2020. Donc, qu'est-ce qu'attendent les consommateurs? Il y a la question de l'immédiateté, un large assortiment. Les prix bas, pas forcément. Donc, ce qu'on constate, est-ce que c'est ça la question? En fait, les attentes, c'est plutôt... Il y a beaucoup des attentes style sur la durabilité, donc d'avoir le souci de la durabilité de sa consommation. La question aussi du recyclage, ça, c'est quand même un enjeu important, recyclage des emballages. Et puis aussi, justement, la question de l'information, donc d'avoir des informations sur les produits et sur le transport, savoir ce qu'on consomme, d'où ça vient. Donc voilà, ce qui manque encore, c'est de voir justement ce que l'on mange, et puis de mieux intégrer aussi justement la question des produits de saison. Ça, c'est peut-être aussi une des difficultés actuellement. L'attente des producteurs. Donc, si on regarde maintenant plutôt du côté des producteurs, ils cherchent aussi des solutions qui soient faciles d'utilisation, donc aussi qui s'intègrent facilement dans la gestion d'entreprise, et puis pouvoir aussi garder une logistique assez simple, et puis chercher à atteindre un nouveau public, donc d'être visible. Et puis surtout aussi ne pas cannibaliser sa clientèle fidèle. C'est clair, si le but en développant le e-commerce, c'est de perdre des clients qui achètent déjà en direct, je crois que ce n'est pas le but qui est visé. Donc au final aussi, c'est clair que les producteurs, il y a un souci aussi de rentabilité derrière, d'atteindre cette rentabilité. Ici, on mentionne, on a mis par rapport à ces attentes des producteurs trois exemples qu'on a ici dans la région. Donc, l'exemple de la Damascine, donc l'exemple du mini-marché de Léman, puis l'exemple de Juraït. Donc du côté de Damascine, en fait, on a un site de vente qui est à Porrentruy, donc qui est au Verger d'Ajoie. Et puis en fait, en lien avec ce site de vente, il y a une partie, un segment qui est la Damascine, qui est en fait commercialisé en ligne. Mais c'est un produit bien spécifique. Puis l'objectif, ce produit-là, il est commercialisé au-delà de la région. Par contre, de proposer tout l'assortiment, ce serait en l'état, ce serait très compliqué. Donc là, c'est plutôt une concentration sur un produit spécifique. Donc il y a eu aussi du côté du mini-marché de Léman une expérience qui s'est faite, qui était liée aussi au confinement. Et puis peut-être Juraït, ça c'est une autre expérience qui a été liée aussi au confinement, donc une entreprise qui s'est mise en place dans le Jura avec un développement de plateformes, de 3 plateformes pour les consommateurs, pour les producteurs, les livreurs, qui s'est fait en Inde. Donc c'est des jeunes de la région qui ont en fait faire ce développement de ces 3 outils en Inde et puis qui livrent en fait, ça permet ensuite aux consommateurs jurassiens de commander des produits de restaurants et ils sont livrés à la maison. Donc c'est aussi intéressant de voir ce type de développement. Voilà maintenant les attentes des producteurs et donc des consommateurs, si on les réunit les deux, puis la question des facteurs de succès. Donc pour le producteur, donc de nombreux facteurs clés sont à maîtriser, il doit aussi viser l'optimisation de sa marge.
Et puis c'est clair que la vente en ligne peut aider à raccourcir le circuit produit. Mais on voit qu'il y a justement beaucoup de facteurs à prendre en compte. Donc l'entrepreneuriat, la logistique, rapidité de la livraison, fiabilité des livraisons, le travail aussi en réseau, des questions de prix, des questions de fixe ou en ligne. Donc la question aussi frais, régional, provenance. Donc on voit qu'il y a de nombreux facteurs clés de succès. Donc on comprend aussi que ce n'est pas simple pour les producteurs de se lancer aussi en fait dans le commerce en ligne. Voilà pour ces attentes. Et puis comme ça me permet de passer le témoin à Olivier Lapeyre qui va donner un éclairage sur ce projet particulier, donc LPR. Oui, merci beaucoup. Donc on l'a vu, il y a beaucoup de tendances, d'attentes de part et d'autre, du consommateur, des producteurs. Et puis pour un agriculteur, un artisan, un restaurateur, c'est pas toujours évident de s'y retrouver et puis de trouver le meilleur chemin. Donc ces dernières années, ils se sont souvent retournés vers la Fondation rurale interjurassienne. On a essayé de répondre du mieux qu'on pouvait, mais on s'est dit que c'était vraiment l'occasion de mettre en place un vrai projet pour coordonner et développer, donc être présent sur la vente en ligne. Donc on a eu un soutien bienvenu du canton du Jura qui nous a permis de mettre en place le projet que je vais vous présenter maintenant. Donc au niveau du contexte, la Fondation rurale, on gère 2 marques régionales, une pour le Jura et une pour le Jura bernois. Donc derrière ces labels, il y a 150 producteurs environ, à peu près 700 produits. Ça permet de réaliser un chiffre d'affaires un peu plus de 100 millions de chiffre d'affaires de francs suisses. Ces producteurs sont fédérés au sein d'une association, l'association des producteurs de produits régionaux labellisés. Donc c'est aussi un partenaire de ce projet. Et également une des particularités, c'est d'être en lien avec le commerce jurassien. Donc tous les commerçants de produits alimentaires, mais également ceux qui sont actifs dans le non alimentaire. Donc ça permet d'avoir un assortiment assez large, mais ça pose aussi des défis et des questions. Donc le défi, justement, c'était d'amener les produits des producteurs jusqu'aux consommateurs. Donc pour ça, il a déjà fallu se familiariser avec le e-commerce, avec le développement technologique. Donc il y a un vocabulaire derrière, il faut vraiment apprendre à le connaître, à le maîtriser, et puis ensuite à le vulgariser aux acteurs, aux membres, donc aux restaurateurs, aux commerçants, aux agriculteurs, aux artisans. On a aussi dû déterminer quelles étaient vraiment les attentes des producteurs, parce qu'il y a certains qui veulent rester hyper local, donc qui voient la vente en ligne comme un moyen ou un canal supplémentaire, mais d'autres qui aimeraient profiter du e-commerce pour vendre au niveau régional, voire au niveau national, voire encore au niveau international. Donc c'est aussi d'autres outils, d'autres solutions qui sont proposées. Derrière les attentes des producteurs, il y a évidemment ses compétences. Donc, est-ce qu'il est vraiment à l'aise avec l'informatique et son équipement? Donc, ça pose aussi des défis au niveau de l'infrastructure des producteurs. Au fur et à mesure du projet, on l'a vu, on l'a dit, puis je pense qu'on va encore le répéter aujourd'hui, avec le Covid, il y a eu un grand développement technologique, donc il a fallu l'intégrer, ça se fait aussi au fur et à mesure, et puis dans tout le projet, il y a toujours une phase de coordination, de vulgarisation de la démarche. Un élément qui a bien aidé l'année passée, c'était le lancement de bons d'achat du commerce jurassien, donc qui a pu être pris par les producteurs, donc que ce soit dans l'alimentaire et le non-alimentaire. Donc c'est aussi par ces petites actions-là qui sont vraiment de terrain que ça permet de lier ensuite pour le e-commerce. Ce qu'on voit aussi derrière, c'est que souvent pour les producteurs, c'est pas forcément de gagner ou d'augmenter, de gagner des parts de marché ou d'augmenter son chiffre d'affaires, mais c'est peut-être des fois des questions de survie, d'être présent, d'être visible, d'exister, ou alors d'être vraiment présent sur les plateformes qui favorisent le commerce local. Le projet, on l'avait vu de manière assez simple au début, en cascade, en 3 étapes. Donc on avait lancé en 2014 une plateforme pour la restauration collective, donc tout ce qui est crèches, hôpitaux, restaurants d'entreprise, où les producteurs mettaient des grandes quantités, un prix défini, le système était en ligne, ça fonctionne bien. Donc on s'est dit, voilà, on a quelque chose, un outil qui est bien, qui est facile à utiliser. On l'adapte au ménage pour la vente de détail. On accompagne les producteurs à l'utilisation et puis ensuite on fait une campagne de communication pour le déployer. Et finalement, ce qu'on a vu dans le projet, c'est qu'on a plutôt misé sur les partenaires locaux. Donc on a 2 voire 3 outils qui ont été développés récemment, donc sur lesquels on va s'appuyer. Dans monquartier.ch, qui va aussi se présenter cet après-midi. easy2go.ch, également une présentation cet après-midi. Et puis une initiative des cantons romans, e-direct, qui est plutôt pour la labellisation, mais qui permet ensuite de faire du e-commerce. Donc là, on s'appuie sur ces partenaires privés. On regarde avec les producteurs à chaque fois quelles sont leurs priorités. Donc je dis tout à l'heure quels sont les marchés visés. On met à jour une boîte à outils. Donc ça permet d'avoir des solutions qui sont vraiment ciblées selon les attentes. Et puis du coup, c'est plus que la FRI qui porte le projet, mais on a vraiment des acteurs qui sont autour de la table et puis qui font avancer le projet.
La suite, donc 2022-2023, ce sera vraiment de lier cette partie certification administrative promotionnelle avec les sites de vente en ligne, les sites commerciaux. Continuer l'accompagnement des membres, donc ils sont agriculteurs, artisans, commerçants et restaurateurs. Continuer de mettre à jour le système, la démarche selon les retours du terrain. Et puis on va mettre en place une campagne de communication. Donc là, c'est pas la phrase définitive, c'est simplement l'idée derrière. Donc c'est dire que le producteur, l'agriculteur, le commerçant, il est toujours présent, il est toujours là à rendre service à la population, mais il est également atteignable avec la vente en ligne. Donc, vous l'avez compris, cette conférence aujourd'hui, elle s'intègre dans ce projet. Donc ça fait vraiment partie prenante du projet. Je profite de la parole pour remercier les associations qui sont participantes et le canton du Jura qui soutient le projet. Le projet a permis d'intégrer donc des acteurs locaux. Donc ça, c'est vraiment une opportunité de mettre les gens en réseau. C'est un défi très local pour le Jura bernois, mais je pense que c'est à peu près les mêmes problématiques et les mêmes défis dans les autres régions. Donc c'était aussi intéressant de le partager aujourd'hui. Et puis dans le cadre de ce projet, c'est un projet qui est assez long avec pas mal de rebondissements. Et on a aussi bénéficié d'un accompagnement, donc c'est Platine. C'est un programme de coaching qui est proposé par le service de l'économie. Donc aujourd'hui, on a aussi la chance d'avoir le directeur des prestations de coaching de Platine, donc Monsieur Patrick Albert, à qui je passe la parole directement. Et puis je l'invite peut-être à venir prendre un micro sur la table, un micro-main. Manette. Bonjour, vous m'entendez? Très bien. Mesdames, Messieurs, bonjour. C'est un plaisir pour moi de participer à cette conférence. Comme cela vous a été annoncé, je me nomme Patrick Albert, je suis le directeur des prestations de coaching Platine. Mais finalement, qu'est-ce que c'est Platine? Platine, c'est donc effectivement un organisme intercantonal qui vise à développer l'innovation, la capacité d'innovation et la performance des entreprises en Suisse romande essentiellement. Donc c'est pour ça que sur le dessin que vous avez ici, vous avez principalement les cantons romans. Nos domaines d'intervention sont plutôt habituellement centrés sur l'industrie, mais pas que. On a également un certain nombre de projets dont je vous parlerai en fin d'intervention, qui sont liés aux domaines liés à ce que nous on appelle l'agritech et le foodtech. Donc le but de ma présentation, c'est de vous présenter, mais rapidement, Platine, et de vous donner 2 cas d'études pour vous inspirer, et puis vous inviter, si vous avez des cas similaires, à vous rapprocher du Jura ou de Neuchâtel, enfin tous les cantons qui soutiennent Platine. Et puis nous, on sera volontiers à votre disposition pour développer vos projets. Donc Platine exerce son activité dans 4 domaines. Celui qui nous intéresse plus particulièrement aujourd'hui, c'est le domaine qui est lié aux affaires. Donc on fait du business développement. Et au cours des 2 dernières années, avec la crise du Covid, on a fait beaucoup de soutien donc aux entreprises dans la mesure où ils ont perdu la connexion avec leur marché, avec leur clientèle. Donc on a eu beaucoup d'interventions qui sont liées à renouveler la relation que celle-ci pouvait entretenir avec les clients, et notamment par le biais de la digitalisation. Les 2 dernières années ont été un vecteur très important, accélérateur du mouvement de digitalisation. Et beaucoup d'entreprises en fait, ont cherché à garder le contact avec le client par le biais d'outils numériques, par la création également de e-succursales où les entreprises pouvaient toujours découvrir les produits et les services, les clients de produits-services de l'entreprise, mais de manière complètement virtuelle et digitale. Ça, c'est le domaine qui nous intéresse plutôt aujourd'hui, mais on a une vision de l'innovation qui est plutôt holistique, c'est-à-dire on s'intéresse également aux autres vecteurs d'innovation qui peuvent agir au niveau de l'organisation, c'est-à-dire qu'est-ce que l'entreprise doit remettre en place pour revisiter ses chaînes de valeur, les rendre plus durables. C'est également des domaines qui augmentent au cours des dernières années. On s'intéresse également aux coopérations, comment l'entreprise peut monter des projets de coopération de type NPR, mais également des coopérations inter-entreprises, et également au domaine financier, dans la mesure où, une fois que vous avez un projet d'innovation, généralement, il faut des moyens financiers pour pouvoir le mettre en œuvre. Et ça fait partie également de nos domaines d'intervention, c'est-à-dire la recherche de financement ou la recherche de performance économique dans l'entreprise. Parce que quelquefois, elle n'a pas forcément besoin d'aller voir le banquier, mais elle peut trouver
les ressources à l'intérieur de l'entreprise. Voilà, je passe rapidement. On a un système de coaching qui est très structuré. Par coaching, ce qu'on cherche, c'est à renforcer la capacité de l'entreprise. C'est-à-dire qu'on cherche à développer les compétences de l'entreprise et à la rendre indépendante. C'est-à-dire qu'elle soit capable de traiter elle-même à l'avenir les défis d'innovation. On ne fait pas du conseil, on transfère en fait des nouvelles ressources, des nouvelles compétences au sein de l'entreprise. Donc je passe rapidement. Ce qui est important de noter, c'est qu'on a une intervention qui se découpe en phases, 4 phases, phase 1, phase 2, phase 3, phase 4. Les phases 1 et phase 2 sont gratuites pour l'entreprise, c'est-à-dire ça ne coûte rien. Ce sont justement bénéficient des financements cantonaux et fédéraux pour assurer ces prestations-là. Les phases 3 et 4 qui sont plus vraiment dans l'accompagnement de la mise en œuvre des mesures qui ont été décidées aux phases 1 et 2 et de l'ancrage au sein de l'entreprise. Cette fois, il faut qu'un petit peu l'entreprise sente la douleur. C'est-à-dire on demande aux entreprises une participation qui varie de 10, 20, 30, 40% selon les cas. Qu'est-ce qui fait, comment est-ce qu'on accepte les projets chez Platine? On a essentiellement 3 critères de sélection. Il faut qu'il y ait une innovation d'affaires. Alors l'innovation, elle ne s'entend pas au sens scientifique du terme, c'est-à-dire quelque chose qui est vraiment nouveau au niveau scientifique international. Il faut que ce soit nouveau au niveau de l'entreprise. C'est-à-dire que si l'entreprise n'a pas mis encore un projet de digitalisation en son sein, ça pour nous c'est une innovation parce que c'est un défi pour l'entreprise et notre mission c'est de l'aider à relever ce défi. Ensuite, il y a l'effet multiplicateur, c'est-à-dire que comme on est une organisation qui est financée par des fonds publics, il faut que pour un franc d'argent public, on puisse se rendre compte qu'il y ait de la création de valeur privée au sein de l'entreprise qui dépasse essentiellement le montant de l'investissement qu'on met au départ par Platine. Et ensuite, la capacité d'absorption. Et ça, c'est important dans le contexte du coaching. Il faut que l'entreprise elle ait du temps à dédier au coach de manière à ce qu'elle puisse recevoir les outils, les méthodes qu'on va partager avec elle. Il faut qu'elle apprenne en quelque sorte. Voilà un petit peu pour la base théorique de ce que fait Platine. Je vais finir mon intervention en vous donnant 2 exemples d'intervention Platine dans le domaine du food tech et de l'agritech. Le premier concerne une entreprise qui s'appelle la petite épicerie. Le concept innovant que cette entreprise a mis en œuvre, c'est-à-dire elle développe des containers qui sont complètement automatisés où les fournisseurs, donc des fournisseurs locaux, vont amener au moyen d'une app. Ils vont amener leurs fruits, leurs légumes, leurs pains, leurs pâtisseries, tout ce qu'on doit trouver normalement d'une épicerie normale. Et de l'autre côté de la chaîne, les utilisateurs, au moyen de l'app, vont pouvoir rentrer dans le container de manière automatique, sélectionner les produits qui les intéressent, les scanner par eux-mêmes, faire le paiement par eux-mêmes. Tout le paiement est automatisé. Donc le but, c'est vraiment de rapprocher les fournisseurs locaux et les consommateurs locaux avec des produits locaux. Alors, pour vous expliquer un peu plus dans les détails l'intervention qu'on a faite auprès de cette entreprise, l'entreprise, elle hésitait sur son business model, c'est-à-dire est-ce qu'elle devait se concentrer sur la technologie, c'est-à-dire uniquement développer une plateforme numérique que vous pouvez télécharger d'ailleurs sur Google. J'ai pris la capture d'écran hier. Donc ici, vous pouvez télécharger l'application, la petite épicerie, et puis rentrer dans le système pour pouvoir accéder à ces containers. Donc l'entreprise hésitait entre développer juste la technologie, la rendre disponible aux marques blanches à des partenaires qui pourraient être intéressés par mettre en œuvre le concept. Et puis finalement, ils se sont rendus compte qu'avec cette méthode, ils ne gagnaient pas assez d'argent. Ils ont décidé de gérer par eux-mêmes les containers. Donc c'est vraiment l'opérateur du service qui est fourni. Donc ça fait partie de ce que nous, on a réfléchi avec l'entreprise. L'entreprise connaît un grand succès, initialement sur le canton de Vaud. Elle a ouvert 3 ou 4, 5, 10, je crois, containers dans des petits villages. Il y a aussi un aspect social de manière à recréer un petit peu une vie sociale au sein des villages. Et puis l'autre partie de l'intervention qu'on a faite avec eux, c'est que l'entreprise qui commence à avoir beaucoup de succès en Suisse romande voulait se développer en Suisse allemande. Et puis on l'a aidé à faire des partenariats avec des villes en Suisse allemande pour pouvoir utiliser des lieux ou déposer un conteneur pour se développer également dans le reste de la Suisse. Donc voilà typiquement un exemple où il y a eu beaucoup de succès qui est vraiment lié à la grande vague qui arrive du consommer local, produire local et consommer local. Et l'entreprise a beaucoup de succès. Donc là, on a vraiment l'effet multiplicateur où l'argent qu'on a mis en termes de coaching génère des jobs et du chiffre d'affaires au sein de l'entreprise. Le deuxième exemple, c'est Fructibon. C'est une entreprise qui est sur Genève.
Alors elle utilise en fait, elle fait des substituts à des produits qui sont fabriqués par Haribo, qui s'appellent les Cocobats, je crois. C'est ce qu'on voit ici sur le côté gauche de la photo. Elle le fait en utilisant des fruits de saison et des fruits qui sont hors circuit, c'est-à-dire elle récupère tous les fruits, les invendus, elle les prend, elle les utilise pour fabriquer ces produits-ci, qui remplacent avec des produits sains des produits qui viennent de l'industrie agroalimentaire dont on ne sait jamais trop comment est-ce qu'ils ont été fabriqués. L'entreprise, là encore, a rencontré beaucoup de succès. On l'a aidé à mettre en œuvre un site de e-commerce et elle a été référencée récemment par Manor. Donc ces produits-là, normalement, vous devriez commencer à les trouver chez Manor. Donc là, vous avez une transition entre modèle numérique et un modèle qui finalement va passer également par du physique. Mais, de toute façon, les deux modèles ne sont pas exclusifs. Il faut certainement combiner l'un et l'autre. Et l'accompagnement, donc, au niveau de Platine, on l'a accompagnée au début sur son modèle d'affaires, comment est-ce qu'elle devait se positionner, comment elle devait mettre en avant son produit et commencer à faire ses premières affaires. Et maintenant, on l'accompagne sur le côté organisationnel et finance, les autres axes d'intervention de Platine, parce que bien sûr, à mesure que le business se développe, on a besoin de ressources financières supplémentaires, donc rentrée d'investisseurs dans la société, également en termes organisationnels, parce qu'au tout début, Fructibon, c'était une personne qui faisait ça un petit peu dans sa cuisine, ça ressemble un petit peu au mythe des startups qui commencent dans leur garage. Elle a commencé dans sa cuisine, et puis on l'a aidé à créer un laboratoire un petit peu plus complexe où elle peut faire accompagner la croissance de la demande concernant ces produits. Voilà, j'en ai terminé, j'avais 3-5 minutes. J'espère que je n'ai pas dépassé le temps qui m'était alloué, mais quand même que je vous ai donné un tour d'horizon de ce qu'on pouvait faire. Donc si vous avez des projets qui sont liés à l'agritech, au foodtech, n'hésitez pas à vous rapprocher de ce que nous on appelle les antennes cantonales. Dans chaque canton, il y a une antenne cantonale Platine. On sera vraiment très heureux à vous accompagner dans vos projets d'innovation. Donc concernant les questions-réponses, je serai là à midi. Malheureusement, je dois vous quitter en début d'après-midi, mais volontiers à disposition pour répondre à toutes vos questions. Merci beaucoup. Merci. C'est juste le pointeur. Je reprends juste le pointeur. Voilà. Voilà. Après cette présentation en présentiel, on va passer à une présentation en ligne. Et puis pour cette présentation en ligne, donc on a Monsieur Grégory Lian, justement qui a développé en fait la solution Appcom, qui est aussi une solution qui est utilisée par les marques romandes. Et puis j'espère que la technique va nous permettre de l'avoir en ligne. Je regarde du côté des techniciens, est-ce que ça joue ? Voilà, Monsieur Lian, vous nous entendez ? Oui, je vous entends, bonjour. Bonjour. Voilà, donc on vous voit avec à la fois votre écran sur la gauche et puis on a votre image sur la droite. Ok, moi je vois plus que l'écran. Je peux commencer ? Oui, vous pouvez y aller. Ok. Merci pour commencer à la Fondation Rurale Interjurassienne, également à Gridea et PRPG, pour cette invitation. Et ça me donne la possibilité de vous présenter l'analyse qu'on a faite chez Appcom depuis quelques années maintenant, qui nous a permis de développer une solution qui s'appelle eDirect, que je vais vous proposer aujourd'hui à la présentation. Mais surtout, l'idée de la présentation aujourd'hui, c'est de parler de l'analyse à proprement dit qui a fait aboutir à ce logiciel. En amont, je voudrais juste rebondir sur les premiers échanges de la matinée. On entend beaucoup le mot e-commerce. Je me suis mis une note parce que c'est vraiment dans le cadre de notre approche. L'e-commerce, c'est un élément du numérique, mais la donnée, elle va être utile au sens plus large que simplement l'e-commerce, parce qu'il dit vente directe ou canaux de distribution nouveaux, innovants, dit échange de données numériques, pas uniquement e-commerce. Et puis là, justement, ma présentation, je vais pouvoir vous montrer un petit peu les solutions qu'on essaye de profiler pour permettre des échanges qui sont économiques de données. La présentation, là, on a décidé de vous donner comme input déjà la segmentation qu'on s'est faite chez nous
des différents acteurs de la chaîne de valeur alimentaire. Comme on a dit avec l'OFAG en introduction, on essaye également de voir au sens large la problématique chez nous de la donnée. Elle touche non seulement les producteurs et transformateurs, qui sont un groupe qui émettent principalement des données de base sur les produits notamment, un autre groupe d'acteurs qui sont les distributeurs, les commerçants. Quand on dit distributeurs, c'est pas forcément des distributeurs physiques. On a parlé des marques régionales, c'est des distributeurs de produits. Alors, ils ne le distribuent pas physiquement, ils en parlent, ils en font la promotion, ils le référencent, mais c'est aussi des acteurs de distribution. Et après, bien sûr, les distributeurs de marchandises, les commerçants, les grossistes, les détaillants, la vente directe, etc. Parle aussi chez nous d'un groupe. Le dernier groupe, c'est le groupe des consommateurs. Ça, c'est le dernier acteur de la chaîne de valeur pour nous. Là, il est compartimenté en deux sous-groupes. Finalement, le ménage, le consommateur privé, et un groupe qui a aussi une importance qui est primordiale, c'est tout ce qui est gastronomie, restauration, collectivité publique au sein des consommateurs. Maintenant, sur ces trois groupes qu'on a définis chez nous, la chose qui est importante à dire, c'est qu'une entreprise, elle peut être au sein de plusieurs groupes, c'est pas limitatif. Un maraîcher qui fait de la pomme de terre, il est producteur. S'il la vend aux marchands directement pour la grande distribution, il reste producteur. Et puis si par exemple, il décide lui-même de la transformer, de la cuire, de l'emballer, de la vendre via son site ou en direct, et là, il se retrouve lui-même producteur, transformateur, distributeur, commerçant. Donc, les groupes dont on parle aujourd'hui, c'est des groupes de principe dans les échanges de flux de données. C'est pas limité à des compétences d'entreprise à proprement dit. Pour revenir à cette donnée, entre ces groupes, il y a un échange permanent de données. On va dire, de manière traditionnelle, maintenant, un producteur, il communique ses produits, ses prix à des commerçants. Parfois, il entre déjà ces informations dans des logiciels, pour la grande distribution notamment. Il le communique à ses clients. Le commerçant lui-même le communique aux clients. Puis finalement, ces données, elles se mettent à jour régulièrement sur la base de données quasiment identiques. Les producteurs restent les producteurs, des carottes restent des carottes, le produit, un jus de fruits reste un jus de fruits. En fait, on communique perpétuellement les mêmes données entre les mêmes acteurs avec des outils différents. Je donne un exemple. On a parlé de certains sites là en introduction ce matin. Pour un producteur, c'est assez fastidieux. Si on essaie de lui peindre son futur de producteur dans le multicanal, ça veut dire quoi? Est-ce qu'un producteur, il doit avoir finalement autant de logins qu'il y a de places de distribution pour vendre ses produits? C'est difficile parce que finalement, oui, si dans le Jura, on fait une plateforme, on donne un login pour de la vente en gros, c'est bien. Mais si tout à coup, ce même producteur, il veut distribuer sur 150 plateformes différentes, là, ça commence à devenir un peu fastidieux d'aller tenir à jour les mêmes produits sur 150 canaux différents. Maintenant, pour le distributeur commerçant, on peut dire aussi pour la marque régionale, c'est difficile d'aller s'interfacer, on va dire, en informatique avec chaque logiciel de producteur, parce que bien sûr, chaque producteur aura son logiciel. Donc, dans l'échange de données, on va vers une usure. On est déjà dans une usure, sur un public qui est peu formé, mais on est déjà dans une usure où on reçoit une multitude de logins, une multitude d'accès, où on répète l'information de manière conséquente à plusieurs échelons. Qu'est-ce qu'on amène avec eDirect, en fait, en opposition à ce slide? C'est une vision qu'on va dire chez nous de point central de données. Toujours, on parle de données commerciales. C'est finalement se dire, si le producteur
avec la même énergie, il peut s'interfacer à un seul système d'échange. En face, les distributeurs et commerçants qui ont besoin de commercialiser ces produits peuvent eux-mêmes s'interfacer à un seul point d'échange. Là, le gain d'énergie rend un échange de données global possible. Ce producteur, ça lui permet aussi d'être formé sur une seule interface, un seul outil. Donc, un gain de temps et puis aussi de compétences plus rapides chez le producteur. Si on parle d'un système de points d'échange de données, ben maintenant, on va voir la réflexion qu'on s'est posée chez nous à l'interne. Bien finalement, quel est le cahier des charges initial? Qu'est-ce que doit pouvoir proposer au marché cette solution? Tout d'abord, cette solution, elle doit pouvoir répondre aux besoins de tous. Ça veut dire de l'ensemble du spectre de l'alimentaire, quelle que soit la taille du producteur ou du distributeur qui va utiliser ce point d'échange. L'image qu'on donne toujours, c'est le couple qui a des chèvres et qui commercialise ces quelques productions de fromage de chèvre. Il doit pouvoir accéder au système de la même manière qu'un grand groupe de distribution alimentaire. Et ça, c'est le premier challenge. Quand on dit l'accès pour tous, c'est aussi en termes de prix. C'est une technologie qui doit être accessible financièrement, plus petit comme au plus grand. Donc ça, c'est un des premiers piliers de notre cahier de charges. Ensuite, on a également 3 fondamentaux qu'on défend sur ce système d'échange de données qui, selon nous, sont également indispensables. Le premier fondamental, c'est technologie open source. Technologie open source, pourquoi? Parce que chaque acteur de la chaîne de valeur alimentaire, il doit pouvoir, s'il le souhaite, maîtriser l'outil et, s'il souhaite l'externaliser, pouvoir choisir son prestataire. Il ne doit pas être lié à un prestataire unique ou un groupe unique. Donc, premier fondamental, open source et liberté d'utilisation pour les acteurs. Le deuxième point que vous voyez au centre, c'est la décentralisation. Pour nous, c'est pas admissible que vos données soient administrées par des marchands de données. On a vu dans le premier slide de l'Office fédéral de l'agriculture, là, quand on a vu ces grands groupes comme Alibaba ou autres qui ont une vision sur le long terme de ce marché de l'alimentaire, c'est très bien, c'est positif pour la suite. Mais nous, ce qu'on met comme élément central maintenant, avant que ça commence, on va dire, c'est le big data. Cette donnée qu'on alimente, que le producteur alimente, eh bien, c'est risqué de la mettre à disposition d'un marchand de données. Parce qu'à terme, peut-être que le marchand de données, il ne défendra pas forcément les intérêts de celui qui a alimenté la donnée. Et dans un logiciel d'échange de données, un des piliers pour nous, c'est donc cette décentralisation pour protéger cette analyse de la donnée et laisser la main à celui qui produit la donnée, pas un exploitant tiers qui va la marchander. Le troisième fondamental qui est également un impératif, mais qui est aussi une logique de nos jours, c'est la sécurité. Dans le domaine du numérique, on a chez nous, au-delà du vol de données, qui est un des risques, on a surtout mis comme point central la continuité de l'activité. Parce que finalement, attaque il y aura, certains l'ont déjà vécu. Si on questionne une société qui a subi une attaque informatique, le plus gros dommage, c'est pas le vol forcément, c'est le fait de plus pouvoir travailler qui peut amener le plus grand dommage à la société. Donc, un des piliers, c'est de penser une solution qui se décentralise à un point, qui permet à la société qui l'exploite de continuer à travailler si c'est bien prémuni
des risques d'attaque informatique. Puis ça, c'était le troisième fondamental qu'on s'est mis. Donc, je vous remontre. Pour nous, accessible à tous, ça veut dire la donnée, la modularité de l'outil, mais également le prix, et open source, décentralisé et sécurisé. Ça, c'est l'idée initiale du projet. En ce qui concerne la mise en application de ce projet, j'ai pris quelques exemples aujourd'hui. Je commence par le dernier tout à droite, qui au fond, c'est Pays Romand. C'est l'association qui regroupe les marques régionales de Suisse romande. Grâce à cet échange de données, eh bien, il change le paradigme de la marque qui était avant de aller chercher l'information chez le producteur pour les produits à labelliser et puis eux-mêmes tenir des bases de données et la référencer. Ce qui a pour désavantage, eh bien, de ne pas être forcément à jour systématiquement avec la data. Le choix qui a été fait maintenant depuis 1 an chez Pays Romand, c'est de se dire, OK, on met à disposition ce point d'échange de données aux producteurs, puis ça leur permet de eux-mêmes, au lieu de nous communiquer bêtement l'information qu'on va retranscrire, eh bien de eux-mêmes la communiquer et puis nous de se connecter à ça. C'est mis en œuvre depuis quelques mois. Le changement de paradigme est important, ça prend du temps à initialiser. Par contre, les premiers retours sont extrêmement positifs. La solution qui a été mise à disposition, elle est un peu hybride, car la marque, elle peut non seulement mettre à disposition du producteur le hub de données, mais elle a la possibilité à distance de pouvoir coacher le producteur en prenant la main sur l'interface et puis assister. C'est-à-dire qu'on arrive à donner une solution hybride pendant la phase de changement qui a l'air de bien fonctionner. 2 autres exemples au-dessus, j'ai mis c'est des places de marché. Une qu'on parlera cet après-midi, Vitamine Locale pour le commerce du particulier, qui amène une solution logistique. En fait, et bien, cet acteur logistique, eh bien, il se sert du hub de données pour sourcer les produits en vue de la vente. Et puis Ratio Food VS, je vais montrer juste un petit écran ici que j'ai préparé chez moi. C'est une place de marché des collectivités publiques. Le canton du Valais a monté une place de marché qui permet aux collectivités publiques de commander directement des produits chez les producteurs. Et puis la plateforme Regio Food VS a mis en place un système logistique qui permet de centraliser et de distribuer ces marchandises. Ici, j'ai pris une sélection en laiterie AOP. Et puis on voit ici des produits de l'espace terroir. On voit Crémo qui travaille également avec cette place de marché, Richer, des sociétés comme Vitamine, des indépendants qui vendent des produits sur cette plateforme. Cette plateforme, ce qu'il faut savoir, et c'est pour ça que je montre cet exemple-là concret, c'est plus de 4000 produits distribués par une centaine de producteurs et distributeurs, transformateurs, pardon. Et puis, tout ce que vous voyez là, il n'y a pas un organisme central, Regio Food ou autre, qui fait du e-commerce, c'est connecté au point de données de chaque producteur et chaque distributeur. Toute la donnée que vous voyez ici, c'est pris par web service directement chez les acteurs concernés. Et puis, qu'est-ce que ce hub de données résout? Il permet de travailler les tabelles de prix par marché, par place de marché. Et puis, ça aboutit à finalement un effet concret dans le terrain où les marchandises sont distribuées directement via un acteur ou plusieurs acteurs logistiques. Voilà pour ma présentation. J'avais environ 15 minutes. Je reste également à disposition pour les questions. C'est volontiers. Et puis, je vous retourne la parole chez vous. On vous remercie à nouveau. Voilà, on remercie M. Lian justement pour sa présentation, de même que les intervenants précédents. On a pris un petit peu de retard, mais on va quand même prendre quelques questions. On veillera ensuite à rattraper un peu le retard sur les intervenants suivants.
Mais donc, on va prendre quelques questions suite à ces présentations qui ont été faites tout à l'heure. Pour autant qu'il y ait des questions. Qui est-ce qui veut se lancer, à M. Lian ou aux intervenants précédents? Voilà, il y a une question. Oui, une question. Voilà, Elisabeth. Hello, I'm Elizabeth from Austria. We got lots of information now, a little too fast almost for me. But my question, because most of us from Europe who are here are teachers. And when I come home and my teachers ask me, what do our students have to learn? What could you tell them? What do we have to implement in our schools? That would be interesting for me. OK. Merci pour la question. Donc, je la traduis peut-être en français pour ceux qui n'ont pas des écouteurs dans la salle. Donc, la question, c'est justement du côté de Européa, les participants d'Européa, on a beaucoup d'enseignants. Donc, la question, quel message ramener aussi aux étudiants? Voilà, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on peut mettre en œuvre peut-être au niveau des étudiants pour qu'ensuite ils puissent développer ça aussi au niveau de leur entreprise? Alors, je ne sais pas, peut-être M. Lian, vous qui êtes en ligne encore? Oui. Vous m'entendez toujours? Oui, on vous entend toujours. Oui, je connais. Vous dites au niveau des étudiants, c'est quoi? Donc comme... des jeunes agriculteurs dans les écoles d'agriculture, l'enseignant, qu'est-ce qu'il peut amener comme bonne pratique ou que faire de ces outils ou comment s'approprier en fait ces choses-là, quoi. Ok. Moi, je donnerai 2 éléments de réponse. La première chose qui est primordiale, je pense, maintenant dans l'agriculture, c'est de bien comprendre qu'est-ce que c'est la vente directe, la différence entre la vente directe et non directe, en fait. Parce que souvent, c'est un sujet peut-être qu'on ne parle pas assez, mais nous, on a une approche, déjà la vente directe, c'est pas une vente sans intermédiaire. Souvent, on pense que c'est une vente sans intermédiaire, mais la vente directe, c'est en fait, pour nous, c'est la vente où je maîtrise mon prix de vente jusqu'à l'intermédiaire final. Ça veut dire où je ne dois pas simplement amener une production et puis le prix est fixé plus tard en fonction du marché, mais la vente directe, c'est où je maîtrise directement ce prix à la distribution. Puis quand on a compris ça, on sait ce qu'on veut faire avec le numérique ou qu'est-ce qu'on peut en tirer. Et puis la formation, je dirais, pour les étudiants, c'est pas forcément une formation sur les outils informatiques, parce que ça, je pense même les jeunes agriculteurs maintenant, ils commencent à utiliser des ordinateurs et autres, mais c'est plutôt la compréhension de la donnée. Par exemple, comment je structure des prix multi-acteurs, comment je calcule des paliers de marge multi-acteurs, parce que dans la vente directe, c'est ces questions-là qui sont fondamentales et puis qu'on voit d'ailleurs en ce moment. L'autre dernier point, dans le numérique, les unités de vente, c'est une approche vraiment spécifique par rapport à la vente en ligne. Et le travail sur les unités de vente, il est très important également. Voilà. Merci pour cette réponse. Est-ce que ça répond à la question? Voilà. On va prendre... Est-ce qu'il y a encore une autre question? On peut en prendre encore une ou 2 questions? Oui? Alors, on vous amène juste le micro, c'est pour la traduction, voilà, sinon ils ne vont pas réussir à traduire. Donc, d'où l'importance des micros. Voilà. Alors, ma question elle est assez spécifique concernant l'exemple Ratio Food VS. Là, en fait, les données sont prises par le site web des producteurs directs, c'est correct? Oui, M. Lian. Non, pas par le site web des producteurs, en fait, par le point central de données e-direct. En fait, le point central de données e-direct, c'est un point central qui peut être utilisé par le producteur qui n'a pas de logiciel. Il peut référencer à l'intérieur ces informations directement via un micro-logiciel web, ou le producteur qui a déjà un site web, par exemple, eh bien, il peut partager dans ce hub, et puis là, on prend les informations directement dans son e-direct. En fait, c'est simplement une solution centrale. Quel que soit l'apport numérique des données des producteurs, on vient puiser là-dedans.
Ok, merci. Est-ce qu'il y a encore une dernière question avant qu'on poursuive avec les interventions? Oui, on a ici une question. Merci pour les présentations. Une question, pourquoi est-ce que l'Office fédéral de l'agriculture s'inspire du modèle chinois? Ça m'a interpellé, je trouve intéressant, mais est-ce qu'il y a une raison pourquoi c'est la Chine qui est prise comme modèle? Merci. Voilà, question qui s'adresse à Adrian Eby. Oui, ça marche. Alors, ça c'est une toute simple réponse parce que ça c'est le leader mondial. C'est tout. Et puis, ils ont, peut-être on peut ajouter, ils ont vraiment avoir un succès pour développer des régions rurales et pour faire plus de événements pour les agriculteurs dans ces régions. Et même si le système est complètement différent par rapport à notre système, on peut toujours apprendre quelque chose. C'est ça. Merci pour la réponse. Donc, le but, ce n'est pas d'arriver sur une approche top-down comme on a en Chine, mais c'est plutôt de voir le résultat aussi, comprendre le succès du système pour l'adapter au contexte suisse. Voilà. Est-ce qu'il y a encore... voilà, on a pris, je vous propose qu'on poursuive. Et puis, si vous avez encore des questions, vous pourrez encore les amener tout à l'heure. Et puis là, on va passer maintenant, justement, on était au niveau mondial européen avec aussi la solution e-direct au niveau roman. Puis comme ça, on va poursuivre justement avec les expériences romandes en e-commerce. Et puis pour cela, je vais appeler Urs Zaug, justement du canton de Fribourg, du service de l'agriculture, qui va nous faire cette présentation. Urs. Ah, sinon... Ouais. Sinon, il y a le micro ici, Urs. Hein. Ah, j'aime mieux. Celui-là. Ok. Super. Ça joue. Ouais, tu peux faire comme ça aussi, comme ça tu es un peu plus libre. Yes. Okay, welcome. I'm glad to be here with our international guests. Es freut mich auch, dass ein paar Deutschschweizer da sind. Bienvenue les Romans. Pour ma présentation, j'essaie de vous raconter un peu les expériences romandes en e-commerce. Attention, voilà. C'était déjà cité en 2018. On a fait une étude, l'analyse et l'évolution des canaux de distribution des produits régionaux du canton de Fribourg. Et là, un des points, le résultat était le suivant. La combinaison de différents canaux de vente, marché hebdomadaire, gastronomie, ménagère privée, commerce électronique, en liaison avec des avantages supplémentaires du point de vue du client, semble être un peu un succès. Alors, pour être honnête, ce n'est pas très prometteur. Hein? Aujourd'hui, 3 ans après, on est où? Une biosphère riche et un peu chaotique aussi. Et c'était le début, quand je me suis plongé dans ce sujet, de voir un peu qu'est-ce qui est derrière toutes ces activités, toutes ces business cases. Alors on voit, les choses peuvent changer très vite. Il se pose la question, quel type êtes-vous dans le e-commerce? On a déjà entendu, on va aussi discuter l'après-midi. Il se pose aussi la question, et quelle pourrait être votre prochaine étape dans le e-commerce, dans votre business? Et quel est le rôle de l'État? Et finalement, il faut prendre une décision comme bons entrepreneurs. Quelle est votre solution, quelle est votre opinion? Alors, je vois 4 catégories dans le e-commerce. Premièrement, il y a les traditionnalistes. Ce sont les vins, les fromages, les produits de terroir, qu'on va aussi citer l'après-midi. Et c'est bien connu. Quelles sont les spécificités de ces entreprises? Ce sont des artisanats, ce sont des patrons. Le focus, c'est sur la production, produits de terroir.
L'objectif du e-commerce, c'est plutôt une vente additionnelle. C'est une stratégie multi-channel qu'on a vue, une combinaison avec les points de vente. Le business case, c'est plutôt l'utilisation de la logistique existante pour compléter les canaux de vente. La solution, c'est business to consumer, ça veut dire on vend direct vers le consommateur. Souvent, la distribution se fait par les entreprises elles-mêmes. Ils travaillent avec les coûts marginaux, ça veut dire les coûts ne sont pas très élevés, et comme ça ils sont compétitifs. C'était aussi le résultat de cette étude de la Hafel. Ça a commencé en 2000 à peu près, et puis la solution IT, c'est off-the-shelf software, alors ça veut dire des softwares qui sont bien connus, et on peut les utiliser dans toutes les dimensions. Je continue. The Little Amazons, j'ai nommé. Ce sont les grandes entreprises connues. En Suisse, c'était aussi mentionné, c'est Nespresso qui est le plus grand vendeur des aliments online. 350 millions de francs. Il y a Microcoop qui sont bien connus. Il y a aussi un exemple qu'on va voir l'après-midi. C'est Farmi, mais il y a aussi Aldi, Culture Food, etc. Ça, les spécificités, ce sont les grands commerçants. Le focus, c'est sur une logistique, une livraison la plus efficace que possible. Alors, le business case, c'est la croissance. On peut survivre seulement si on a une croissance énorme. Et c'est pourquoi on discute sur les volumes. La solution, c'est business to hub to consumer. Double loop, ça veut dire on a le producteur, puis on ramasse les produits à un endroit, c'est le hub, et puis on distribue de nouveau aux consommateurs. Le modèle de coût, economies of scale, also économie d'échelle, ça veut dire le plus grand le volume, le moins ça coûte. C'est que, comme on a déjà mentionné, c'est venu avec les mobiles en 2010. Maintenant, c'est bien facile de commander. Si on est en route, au bureau, etc., on peut vite commander. Et la solution IT, ce sont les logiciels performants, généralement des développements propres. Et je pense Amazon a bien montré comment ça marche. Je continue avec The New Kids on the Block. C'est une biosphère intéressante. Moi, je travaille aussi comme conseil dans Starter, dans le copil de Starter. Et là, avec Starter, on est dedans. C'est une démarche de la Suisse romande qui soutient les startups dans tous les domaines. Mais on a vu dans les dernières années que la digitalisation, c'est un des éléments clés dans notre cluster. On va aussi voir quelques exemples cet après-midi. Ce ne sont souvent pas des entreprises qui viennent de l'agriculture, ce n'est pas from scratch, mais c'est plutôt, il vient du consommateur. Ce sont des startups, ce sont des entrepreneurs. Parfois, ils ont des connaissances de technologie, parfois, ils ont des connaissances de vente. Alors, c'est très riche. Le focus pour ce business, c'est la digitalisation, c'est le réseau qui est derrière. Et l'objectif, ça a changé maintenant un peu. On a vu au début, c'était la production. Ici, c'est plutôt la durabilité. On veut faire quelque chose de bon pour le monde. Le business case, c'est économie de partage. On ne veut pas faire tout seul, mais on travaille souvent avec des partenaires. Ça fait aussi une complexité pour la solution, mais c'est aussi un avantage dans la stabilité. Et le business solution, c'est business to self-organized consumer. Ça veut dire les consommateurs, ils s'organisent, ils sont aussi partie de la solution. Le modèle de coût, c'est plutôt Uber Economy. Uber, c'est bien connu. Alors, la minimisation des coûts grâce à l'assistance aux volontaires, mais aussi aux
permettre aux acteurs indépendants. Ça, on voit maintenant, depuis maintenant, je pense que c'est un exemple aussi de la crise Covid qui a bien démarché. Et la IT Solutions, c'est les informaticiens, ce sont surtout les universités qui sont dedans et et les entrepreneurs ont un lien avec ces entreprises. J'aimerais vous montrer un exemple de Fribourg, Carillon, peut-être vous le connaissez déjà. C'est un start-up qui avait une centaine ou 200 clients dans le commerce local, dans la digitalisation. Et puis, pendant la crise Covid, ils sont venus vers nous, vers l'État de Fribourg, et on dit, est-ce qu'on pouvait faire quelque chose ensemble? Et ici, vous voyez la dynamique énorme. On a commencé le 1er juillet 2020 avec une démarche avec des bons de 20%. Et comme les commerçants ils profitaient des 20% et aussi les clients de même, on voit l'intérêt des commerçants. Dans quelques mois, on a plus de 2000 commerçants qui sont entrés sur cette plateforme. Alors c'est une dynamique énorme. Et puis ça s'est baissé. Après, c'était la limite qu'on a trouvée. Aussi, le volume de vente, c'était exceptionnel. On a vendu à peu près 40 millions de francs pendant cette période d'une demi-année à peu près. Et on voit les ventes, ils ont augmenté semaine par semaine, presque exceptionnel. Et puis on a fin août, c'était aussi au début septembre, on n'avait plus d'argent et puis on a arrêté. Et puis on est revenu pour le commerce de Noël, là avec des bons de 10%. Alors ça montre si ils n'avaient rien à faire avant dans ce business et avec une démarche comme ça, le e-commerce, c'est un dynamisme énorme. Si on regarde ce qui était acheté, les aliments, c'était pas top. Top, c'était le sport et les loisirs. Tandis que l'alimentation, c'était sur la 3e place, c'était 15%. Mais il y avait dans les différents channels, il y avait aussi des channels qui avaient 50% des aliments et d'autres qui avaient seulement 10%. Alors, ça montre que c'était une solution très intéressante pour les entreprises. Pour revenir, encore pour regarder un peu dans le futur, parce qu'ici on parle des produits régionaux, mais il faut aussi voir un peu plus loin. Et cette catégorie, j'ai nommé The New Local. Il y a des entreprises que vous ne connaissez pas. Peut-être la plus connue, c'est à droite, au top, c'est le R&D Centre de Nestlé à Lausanne, qui est cette grande entreprise suisse qui travaille d'une manière dans la recherche comme des petits startups. Alors ça, c'est très intéressant. Et les petits startups sont copiés maintenant par Nestlé. Qu'est-ce qui est derrière? C'est l'idée de devenir micro-entrepreneur. C'est des produits ultra locaux. Ça veut dire que ça se produit presque là où c'est consommé. Alors comme ça, on réduit la distance entre le producteur et le consommateur. C'est une fusion. L'objectif, c'est plutôt d'avoir un réseau, des informations, aussi la motivation pour ces acteurs-là. Et le business case, ce sont les producteurs urbains qui peuvent être n'importe où, c'est clair, à la campagne, mais aussi en plein ville. Qu'est-ce qu'ils font? Il y a la microproduction locale avec des kits de production, ça veut dire des petits jardins, des aquariums, des réacteurs flexibles et performants dans leur ménage ou peut-être dans un immeuble pour couvrir les besoins quotidiens. Le modèle de coût, c'est l'autosuffisance, ça veut dire on produit ce qu'on consomme. C'est un peu peut-être encore futuriste, mais on pense que dans 2030, ça va être un élément clé
dans la nutrition en Suisse, ou worldwide peut-être. Et la solution IT, c'est l'intelligence artificielle qui va aider à ces gens-là d'avoir du succès. Pour terminer, quel est le rôle de l'État? On voit, c'est une situation mixte sur quoi il faut parier. On a une dynamique énorme dans les dernières années. Alors, normalement, l'État vient souvent trop tard. Il y a aussi la distorsion de la concurrence. Est-ce que c'est possible ou pas? Est-ce qu'on peut financer des projets? Et il y a le problème du savoir-faire, parce que souvent, ce sont des acteurs qui n'étaient pas dans le jeu avant. Une solution, c'est d'investir dans le know-how. C'est ce qu'on fait, par exemple, avec Starter. Pour promouvoir les startups, ça veut dire qu'on se concentre plutôt sur la création de valeur que sur la production. On essaye aussi de déclencher des contributions de soutien, peut-être aussi une réaffectation des budgets, ce serait possible. Souvent, c'est un soutien technologique qui est nécessaire et aussi un accès au crédit. Et là, on a des expériences très intéressantes aussi maintenant avec les différentes banques, parce que durabilité et changement climat, c'est aussi maintenant devenu un aspect pour les banques. Et ici, on peut jouer le jeu. Par exemple, Starter comme modèle. Je salue Astrid Kertz, qui est aussi ici. Si vous avez des questions, vous pouvez la contacter. OK, ce sont mes réflexions et je suis prêt à partager aussi vos opinions. Merci beaucoup. Voilà, on remercie Urs Zaug. On va prendre les questions après la présentation suivante, juste avant la pause de midi. Donc là, on va passer maintenant à la situation au niveau du e-commerce dans le domaine du commerce du vin, marketing digital et e-commerce, nouveaux outils pour les vins suisses. Et puis pour cette présentation-là, donc, on va demander à Nicolas Jos de faire cette présentation. C'est aussi possible de faire directement ici à partir du micro. Je crois que c'est encore plus simple. Voilà le pointeur, Nicolas. Merci. Mesdames, Messieurs, bonjour. On a fait un focus de manière générale sur l'ensemble de ce qu'on appelle le e-commerce. Je vais faire un focus beaucoup plus précis maintenant sur le secteur de la viticulture suisse. Comment vend-on du vin jusqu'à aujourd'hui? C'était à peu près ça. Rien de méchant, rien de négatif, mais une réalité peut-être d'un passé où nous accueillons au domaine. On vendait principalement de main à main, respectivement de la cave à la voiture. On accueillait également énormément aussi physiquement. On accueille toujours, ce ne sont pas des choses qui ont disparu. Et bien au contraire, c'est très important de garder ce cap d'accueil, de réalité et pas de virtualité, pour garder un cap concret sur cette relation humaine que nous avons entre le producteur et le consommateur. Mais ça, c'était un peu l'image d'avant et aujourd'hui, le marché a clairement changé. Le e-commerce fait partie du marché de manière incroyable. Voici une comparaison qui a été faite entre 2013 et 2021, faite par Suzanne Promotion avec MIS Trend sur l'impact qu'a le e-commerce et le commerce en général. Vous le voyez, les ventes directes de manière générale progressent, les ventes par revendeurs progressent. Mais ce qui est très intéressant aujourd'hui, en 8 ans, la valeur entre de e-commerce dans ces deux secteurs progresse de 4,5 fois. Aujourd'hui, que ce soit dans la vente directe ou via des revendeurs, cela fait partie d'un outil de communication et de valorisation des produits. On va revenir un petit peu sur les points de base. Deux éléments distincts par rapport à l'e-commerce sont présents dans le monde du vin. Le premier, la vente directe via un site internet du producteur ou d'une organisation régionale de production. Deuxième élément, les nouveaux distributeurs. Il y aura deux familles, je viendrai tout à l'heure en détail. On en a vu quelques-uns tout à l'heure. C'est important de bien les distinguer.
Mais un site Internet, quels sont les éléments importants aujourd'hui? Et là, on a questionné dans notre étude nos consommateurs, quels sont les éléments les plus importants qu'ils attendent lorsqu'ils veulent voir un site Internet d'un producteur. Premier élément, les informations sur les cépages, ou les informations sur le temps de garde de vin, les informations sur les méthodes de production. Le consommateur recherche avant tout, avant l'acte d'achat, l'information. Puis vient les éléments beaucoup plus concrets, les accords mets et vins, pouvoir contacter le producteur. Et enfin, et regardez quand même, le taux est important, commande directe online. 23% de réponses positives, ça veut dire qu'aujourd'hui, nos consommateurs recherchent des outils d'achat en ligne. Quelles sont ces plateformes en ligne? Alors, il y a deux grandes familles. La famille classique, on en a vu tout à l'heure, les grands distributeurs traditionnels qui se sont adaptés à la situation et qui ont développé des plateformes de ligne. J'en ai mis quelques-uns ici, je peux en mettre d'autres, mais c'est principalement ceux qu'aujourd'hui les vins suisses sont disponibles dans des projets spécifiques. Mais ce qui a été le plus impressionnant, c'est la deuxième catégorie. Et eux ont dérangé le système, c'est eux. Certains, vous les connaissez, d'autres peut-être pas. Winemaker, Coca, le mastodon, on peut le dire aujourd'hui, de la culture de vente online en Suisse, par de les côtés éphémères. Des projets plus régionaux comme Mes Vignerons ou La Grappe, un projet valaisan, ou des projets un petit peu atypiques ou de recherche de connaissances. Mais qu'est-ce qu'ils font concrètement de différent de ces plateformes? On va revenir sur quelques-uns d'entre eux. Le but pour moi n'est pas vous dire quelle est la meilleure ou la moins bonne, mais simplement vous expliquer des projets concrets qui ont été réalisés autour des vins suisses. Premier élément, je vous parlais de Coca. Coca, c'est outil instantané de commande et surtout de commande qui essaye de faire des collections, des sélections, à une tarification pas moins chère, mais exactement le même prix que dans la cave. Ils le font pour les vins suisses, ils ne le font pas sur des produits d'importation. Et c'est très important aussi pour nous de montrer cet outil de distribution moderne qui s'adapte également aux demandes et aux attentes des producteurs. À côté, vous le voyez, un projet de calendrier, un projet d'une start-up vaudoise où le but était de valoriser de petits producteurs dans une thématique un peu différente comme un calendrier de Nouvel An, de l'année nouvelle, chaque mois, ou chaque jour une bouteille. Vous verrez que c'est très sympathique. Ça implique des fois une certaine raisonnabilité dans notre façon de vivre. Deuxième élément, et aussi deux éléments importants. Wine, ce que vous voyez à droite, est une petite start-up du canton de Fribourg qui a aussi voulu mettre en avant un seul vigneron à la fois. Et l'objectif était 100% vin suisse, mais sortir quelque chose d'atypique, unique. Et enfin, sur la gauche, c'est le deuxième gros acteur aujourd'hui du marché du vin online en Suisse, Winemaker. Winemaker est une start-up zurichoise qui a la volonté de maîtriser complètement la relation directe entre producteurs et consommateurs. Cette start-up aujourd'hui référence 150 domaines viticoles suisses et fournit en moins de 72 heures dans toute la Suisse l'ensemble de l'assortiment online. C'est un outil extrêmement performant qui a même des volontés de travailler à l'exportation depuis la Suisse. C'est une des startups dont Suisse Promotion participe dans le développement pour créer des liens directs en Suisse. Nous créons des pop-up stores avec eux dans des lieux atypiques, mais également des projets à l'international. Et enfin, il y a d'autres plateformes qui décident un petit peu différemment, des abonnements. Ça paraît très commun dans le monde agricole aujourd'hui, mais dans le monde du vin, c'était moderne. C'est le cas de Winero qui a voulu développer ce côté un tout petit peu, chaque 2 semaines ou 3 semaines, vous recevez votre lot, un petit peu comme vous receviez, encore aujourd'hui on peut l'avoir, des paniers de légumes. C'est le même principe, mais pour du vin. Et tout à gauche, Viniling est une plateforme d'information avant tout, de recherche autour des producteurs sur des vins et qui font la connexion automatique d'actes d'achat. Voilà, c'est un tout petit peu les éléments aujourd'hui qui sont utilisés, mais là, ça reste des partenaires extérieurs et des partenaires du producteur. Maintenant, je viens au troisième élément qu'on vous a présenté tout à l'heure, qu'on parle de la clientèle B2C, ou respectivement des organisations de promotion. Alors, je vais venir sur un projet concret qui est en cours actuellement. L'organe de promotion nationale a créé en lien avec les organisations régionales une grande fête autour de la vendange. Ce samedi 2 octobre prochain aura lieu un grand événement de faire vivre une expérience physique dont nous avons utilisé
à 90% des outils numériques dont la communication et la valorisation et le e-commerce. Comment concrètement? Simplement en créant un univers digital, décoré, utilisé par tout le monde, où on identifie clairement l'outil qui se développe par les producteurs, par les organisations de promotion, par les clients ou les participants qui s'intègrent à cette image et qui fait du digital l'élément central de cette communication. On crée une plateforme de vente. On crée une plateforme de vente pour permettre que tout le monde accède. Il n'y a pas de ticketing classique. Tout le monde passe par cette plateforme. Cette plateforme vous permet de rentrer sur quels sont les domaines qui participent. Le principe, on en parlait tout à l'heure, de login, etc. Nous avons aussi fait très attention avec ça, avec nos partenaires régionaux. Les gens peuvent sélectionner, peuvent choisir également une région viticole dans laquelle ils résident ou un domaine qui réside. Et ils passent à l'acte d'achat. Là aussi, on est dans le e-commerce. Nous vendons directement la prestation sur cette plateforme qui est reversée intégralement aux producteurs. Et le but pour nous aussi de ces outils de promotion, c'est s'adapter dans l'organisation de promotion, ne pas travailler que sur de l'affichage ou de la visibilité classique, mais dans l'ensemble de nos projets de promotion, nous utilisons le digital marketing et le e-commerce. Ça fait partie de nos actions aujourd'hui du marché, ça fait partie aussi de notre société. Et si je reviens au texte d'origine que je vous ai présenté tout à l'heure, de l'attente aujourd'hui de nos consommateurs. Donc on s'adapte, ça a aussi beaucoup de flexibilité, c'est que les plateformes web sont plus faciles à travailler dans les langues, sont plus faciles aussi à répondre aux questions des gens qui ne vivraient peut-être pas dans le même fuseau horaire que nous. C'est le cas dans des clients qui viennent aujourd'hui des États-Unis, qui vont vivre le week-end prochain des vendanges en Suisse. C'est possible et c'est même réjouissant pour nous, pour comprendre comment est la viticulture en Suisse. Cet outil nous a permis d'avoir une très bonne relation et ont eux-mêmes directement acheté leurs tickets et leurs choix online. Voilà, c'était un petit peu une présentation de qu'est-ce que fait autour du vin suisse, qu'est-ce qu'on peut utiliser comme outil de promotion, et vous l'avez vu par vous-même, l'évolution aussi du e-commerce qui se développe fortement, soit dans la vente directe, via des plateformes de relations producteurs ou organisations, soit par des nouveaux distributeurs ou des distributeurs traditionnels. Je vous remercie de votre attention. Merci Nicolas. Voilà, je remercie Nicolas Josse et Urs Zaug pour ces deux présentations. Et puis maintenant, on arrive justement à une partie un peu discussion, aussi questions du public. Ça a été mentionné tout à l'heure, il y a eu beaucoup d'informations qui sont venues. On va profiter maintenant de ce temps avant le repas. Avant de pouvoir lever nos verres aussi, puisqu'on a terminé aussi avec un verre de vin, c'est je crois aussi prévu pendant la pause, en tout cas de déguster quelques spécialités, mais on va lancer justement peut-être un nouveau round de questions suite à ces présentations. Qui est-ce qui veut se lancer? Oui, madame. Ça peut être aussi entre intervenants, si les intervenants veulent aussi se questionner l'un l'autre, c'est aussi possible. Bonjour. Alors, oui, bonjour madame. Alors, je suis productrice et puis c'est vrai qu'on a plein de plateformes qui nous proposent, que ce soit à la ferme, mon producteur. Et justement, dans toute cette variété, on ne sait plus trop vers qui se tourner exactement. Donc, je trouvais très intéressant de participer à cette journée d'information et je suis contente de prendre toutes les informations qui viennent maintenant. Voilà, je vous remercie. Merci pour cette réaction. Donc c'est un petit peu la question. Comment s'orienter? On voit beaucoup de choses. Donc comment s'orienter en fait dans cet univers? Qui est-ce qui veut répondre à cette question? Je ne sais pas si M. Lian est encore en ligne ou Urs Zaug. Oui. Merci pour cette remarque. Je pense que c'est un problème pour tout le monde. Pour les entrepreneurs, parce que finalement, derrière, il y a des grands investissements. Et c'est aussi une incertitude. Et c'est peut-être pourquoi, dans ma présentation, j'ai essayé de structurer un peu le niveau. Il ne faut pas aller vers the little Amazons, je pense, dans votre cas. Ce n'est pas non plus d'aller dans les, disons, the new locals. Peut-être c'est encore trop loin.
Mais entre les deux, il y a les traditionnalistes. Peut-être on commence avec une plateforme traditionnelle. Peut-être c'est même une plateforme qui existe, comme le produit du terroir, comme en Fribourg, Terroir Fribourg, où on peut participer pour apprendre. Et puis une fois on est dedans, je pense qu'on a bien vu ça avec les vins qui sont quand même assez compétitifs sur le marché, qui ont aussi des possibilités, qui ont une grandeur qui assure un investissement. Et là, on peut aller dans une solution spécifique. Et idéalement, dans ce cas-là, il ne faut pas seulement reproduire une solution qui existe déjà, mais vraiment de trouver une solution spécifique pour leur business. C'est pourquoi c'est aussi dans cette New Kids on the Block où on pense que ça bouge très vite. Il y a aussi des initiatives des consommateurs qui disent on aimerait s'organiser, on aimerait avoir des relations directes avec les producteurs. Et peut-être c'est aussi une idée de ce côté, au lieu de penser je suis une entreprise et maintenant j'ai un problème de logistique ou de digitalisation, peut-être d'organiser des gens de la ville qui viennent vers vous, et puis c'est à vous aussi d'organiser d'autres partenaires encore. Alors c'est tellement riche, et je pense aussi là où soit les écoles, soit les écoles agricoles, mais aussi on a vu Platine. Souvent, chez nous, au Starter, idéalement, on perd nos clients. C'est pas Parship, mais on les perd vers Platine parce qu'eux, ils ont beaucoup plus de possibilités. Je pense que c'est aussi une bonne relation entre les différents acteurs dans cette biosphère de coaching. Alors, je vois le problème, et peut-être cette journée, vous avez encore des idées à prendre, de dire, OK, ça c'est la meilleure solution pour moi, et puis c'est test and learn. Je dis good luck. Voilà. Merci pour la question et la réponse. D'autres questions? Voilà. Oui. Thank you very much. I'm Anders from Denmark. I have questions for other audience in the room. Some of you producers, and some of you, I hope, also are from vet schools in Switzerland. How do you manage to incorporate this new world? Some of us are by heart farmers ourselves or trained in production. And if you're a little bit old, I feel the difficulty of getting into this world of commerce and direct selling and electronic artificial intelligence on it. What do you do as producers to acquire this knowledge or competence in the next coming 5 years? And what do the Swiss vet schools? Are you there? Are you able to deliver for the new students? Or is it a challenge in Switzerland? Sometimes I feel like Switzerland is like paradise on earth. Everything can work. But are you there? And I would like to learn from either your frustration or what you have found out how to do it. Okay. Merci Anders pour la question. Donc je vais essayer peut-être de résumer en français. Donc le point effectivement, c'est on a vu ces différentes solutions, ces différentes propositions qui existent. Et puis c'était de savoir, justement la question elle s'adressait ou la réflexion s'adressait aussi aux producteurs. Donc voilà, les producteurs, comment les producteurs s'orientent aussi dans ce monde-là. Et puis aussi, c'est vrai qu'en tant que producteur, on est peut-être plus sur le côté production. Là, on a tout ce volet IT, tout un nouveau monde. Donc, comment les producteurs s'orientent dans ce nouveau monde? Ça, c'était une partie de la question. Puis, deuxième question, comment les écoles, puisque là, on a aussi le réseau des écoles d'agriculture au niveau européen, comment les écoles d'agriculture en Suisse, en fait, accompagnent les producteurs dans cette démarche? Ça, c'était la deuxième partie de la question, qui s'adresse à plusieurs personnes aussi dans la salle.
Alors peut-être je réponds déjà à une première partie aussi justement, mais au niveau école, c'est peut-être justement en organisant aussi la journée et puis la conférence, c'est aussi pour aider un petit peu, pour s'orienter soi-même. Hein. Finalement, on voit que les producteurs doivent s'orienter, mais on voit nous aussi en tant qu'école, on doit s'orienter et comprendre. Et puis on voit que c'est quand même complexe. On est à plusieurs niveaux, donc ce qu'a essayé de faire aussi Urstzag, de structurer aussi un petit peu les choses, ça nous aide aussi à comprendre. Ce qu'a fait également Grégory Lian avec l'enjeu des données aussi, ça nous aide aussi un petit peu à comprendre. Et puis je crois que le but aussi du côté des écoles, le but aussi finalement avec ce projet de e-commerce, c'est déjà de comprendre nous-mêmes, puis ensuite aider les producteurs à comprendre, puis éviter qu'ils se perdent dans X solutions, parce qu'il y a tellement de solutions possibles, donc de faciliter en fait le choix ou d'aider, de supporter, d'apporter un appui aux producteurs dans leur réflexion. Voilà peut-être une première réponse, mais je vous laisse aussi rebondir du côté des intervenants ou Urs. I will give the answer in English. Thank you for the question. I think we have seen that before, for example, with subsidies, the direct payments in our canton. We were very old-fashioned with paper, and then we went digital. And the farmers, of course, they adapted very quickly because they knew the money, where the money comes from, so you're in there. Here we have a similar thing. There is a market that is an opportunity. So in a way, we have also to change our attitude how to teach things. I was a teacher in my former life, and there you had the knowledge, and the student was asking. While today it's not possible anymore. It's so fast. Everything is so fast. It's in parallel. So it's rather another approach. You have to coach people. Maybe you work with little projects, so students can test and learn themselves. Maybe on the farm or with friends, and maybe they find someone like I've showed from the IT side, or that they have friends, so they can share. Or maybe your brothers and sisters or the children, that they have a knowledge. So I think today it's more work together, common, while before it was the specific knowledge of the farmer on the farm, and he has inherited from his ancestors, and he will go on like this. And here it's another thing. And I think it's also motivating that the environment is changing, and so they can move around, and maybe they take the opportunity, or maybe they just leave it and say, oh no, I'm not the one that is selling these things and it goes into e-commerce, etc. That's too far for me. And there, I'm sure there are a lot of other solutions where he can participate without being an actor himself. So I think that there is also opportunity for the institutions to go into this way, because I think this is your main core business. Good luck. Ok, merci. Donc je vais peut-être résumer en français maintenant peut-être la réponse aussi justement de Urstzag sur ce point, justement donc ce qu'il mentionnait aussi en tant qu'ancien enseignant. Voilà, c'est vrai que le métier d'enseignant évolue aussi, puis la fonction aussi de l'enseignant, elle est peut-être plus maintenant de faire du coaching aussi que de venir avec un savoir, parce que finalement ce savoir, voilà, il est accessible aussi en ligne. Donc c'est plus de coacher, d'accompagner les élèves, les producteurs aussi dans ces démarches, et puis comme ça aussi, voilà, de trouver une voie, de trouver des solutions. Et puis de trouver les solutions ensemble. C'est vrai qu'il n'y a pas, voilà, les écoles, le savoir, il est pas détenu, il est plus détenu par les enseignants, mais c'est comment on facilite aussi l'apprentissage aussi entre pairs, entre collègues, pour ensuite aussi, soutenir aussi des initiatives. Et puis je pense que c'est aussi peut-être en lien avec cela, c'est d'avoir un esprit qui est en veille, et de rester en veille. Et puis on ne sait pas quelle sera la solution de demain, mais d'avoir cette capacité aussi de s'adapter à ce qui arrive. Voilà pour un essai de complément et de traduction. D'autres questions dans la salle? Voilà. Astrid du côté de Starter. On a parlé de Starter, donc... Merci. Voilà, donc c'est pas une question, mais c'est plutôt un complément. Donc justement, Urs, il a parlé à plusieurs reprises de Starter. Peut-être c'est pas justement tout le monde qui connaît qu'est-ce que c'est. Donc c'est la plateforme agri-alimentaire de Lac Lémanique. Et donc comme il a dit aussi, mentionné Urs, donc parmi nos activités ou services qu'on met à disposition, c'est justement aussi le coaching. Donc pour ce faire, on fait un appel à projet chaque année. Donc
le prochain appel à projet, c'est justement là, le 4 octobre. Donc, vous pouvez aussi trouver justement toutes les informations sur notre site www.starter.ch. Et c'est un projet qui est porté à la fois par Acridea, donc c'est aussi une start-up en quelque sorte, mais qui est porté donc par Acridea et les 4 services cantonaux, donc Fribourg, Valais, Genève et Vaud, donc les services de l'agriculture. Et peut-être, juste pour vous dire aussi, on a justement publié récemment une petite fiche thématique sur le vente en ligne, donc aussi le e-commerce avec les différentes solutions aussi, digitale ou géolocalisation. Ça donne juste un aperçu de ce qui existe. Et donc, il y a aussi des exemples là-dedans qu'on a déjà entendu ce matin et puis aussi cet après-midi. Et puis, j'ai apporté quelques exemplaires qui sont là à l'entrée. Et ça, bientôt, peut-être d'ici une semaine, vous pouvez aussi le télécharger sur notre site Starter sous l'onglet Outils. Voilà. Je ne voulais pas faire vraiment la promotion de Starter, mais comme ça, je pense que c'est un peu plus clair. Et donc, nous, on œuvre un peu aussi dans ce sens-là. Et puis, on est justement complémentaire à ce qui existe déjà, donc comme Platine ou Genilem et autres. Mais nous, on a une approche un peu plus pragmatique, je dirais. C'est-à-dire, nous, on essaie vraiment, notamment en ce qui concerne notre coaching, nos appels à projets, justement d'avoir peut-être des critères moins lourds que d'autres. Et puis aussi tout ce qui est la paperasse, là, qui est souvent aussi un grand problème pour les entrepreneurs et aussi les agriculteurs. C'est-à-dire les dossiers sont assez faciles à faire. Et mais tous ces critères, toutes les conditions seront justement, on peut les voir sur notre site internet. Voilà. Merci pour cette présentation des activités de Starter. Peut-être aussi on prend encore d'autres questions aussi, peut-être aussi du côté des producteurs ou représentants aussi des producteurs. Je regarde du côté de François Monin, justement, qui est directeur de la Chambre d'agriculture jurassienne, AgriJura. Voilà, ce serait intéressant de l'entendre aussi. Qu'est-ce que les présentations qui ont été faites, comment finalement une Chambre d'agriculture peut se positionner, ou quelle est un peu sa réflexion par rapport à ces enjeux liés au e-commerce. Merci. Merci tout d'abord pour les présentations aujourd'hui qui étaient très intéressantes. Je crois que la question que l'on se pose aujourd'hui, c'est un peu la même pour toutes et tous. Et j'ai apprécié entendre le commentaire de la productrice qui est assise derrière moi. C'est aujourd'hui de savoir vers quelle plateforme se tourner et de savoir sur quel cheval miser en fait. On est aujourd'hui dans un monde qui change, dans un processus de vente aussi qui va plus ou moins vite. On a vu que les chiffres augmentaient petit à petit, mais avec des processus d'innovation et de nouvelles entreprises qui arrivent sur le marché, de nouveaux prestataires qui sont là, qui sont foison et multitude. Et puis aujourd'hui, il faut un peu que ce marché mûrisse, comme on aime le dire, et puis que finalement quelques acteurs, parce que ce sera le cas, ils ne pourront pas toutes et tous exister, finalement ressortent du lot. Et puis là, c'est la question peut-être que j'aurais, comment peut-on deviner finalement les caractéristiques aujourd'hui des succès de demain, et puis selon vous, qu'est-ce qui fera que certains acteurs vont s'imposer sur ce marché, que ce soit au niveau local, je n'ai pas besoin d'avoir des noms, mais en tout cas des caractéristiques, ainsi qu'au niveau suprarégional et national. Voilà, merci pour cette question. Donc des facteurs de succès, quels sont les potentiels facteurs de succès pour l'avenir? Je ne sais pas si on a M. Lian qui est encore en ligne, si on veut le faire encore intervenir sur ce point. Il n'est plus en ligne, donc voilà, il nous a quittés. Mais sinon, d'autres intervenants justement sur ce point, les facteurs de succès. Voilà. Du côté d'Oursaug, ou après aussi peut-être du côté de Platine. C'est une question qui est intéressante. Nous, à Platine, on n'est pas des spécialistes du domaine agricole ou du domaine du tourisme. Nous, on est des spécialistes dans l'innovation d'affaires. Donc, en fait, je pense que ce qui est important pour répondre à votre question, c'est de garder, pour moi, les besoins du... Et je vais faire une réponse de développeur d'affaires. C'est de garder au centre l'intérêt du marché.
je pense que ce qui est important pour choisir la bonne plateforme ou le bon canal de distribution, c'est de regarder les habitudes de consommation, les modes de consommation, et puis de vous adapter par rapport à ce profil-là. Comme je l'ai expliqué tout à l'heure dans les cas que j'ai présentés, il y a quand même une grande tendance dans le consommer local, produire local, consommer local. Ça, c'est clair, ça, c'est une grande tendance qui arrive. Ce qui prendra du temps. Moi, pareil, je vais acheter mes affaires comme tout le monde. Les gens se précipitent de nouveau sur les produits qui viennent de l'autre côté de la planète, etc. Donc ça, c'est clair, ça prendra du temps. Mais je pense qu'il faut bien comprendre, et puis ça, vous devez vous appuyer sur vos organisations professionnelles, à mon sens. C'est les grandes tendances, comme on appelle les grandes vagues, comment les gens veulent voir le produit qui est présenté à eux, comment est-ce qu'ils veulent le consommer, qu'est-ce qui est important pour eux, c'est-à-dire est-ce qu'il y a une prise de conscience quand même un petit peu écologique sur la durabilité, c'est-à-dire que vous devez vous positionner là-dedans. Après on parle de marketing, c'est-à-dire que vous devez montrer que finalement vous apportez une solution aux attentes finalement du client. Pardon, c'est peut-être une réponse un peu biaisée, j'espère que non, que je donne, mais pour savoir en fait comment vous devez vous positionner, vous devez bien comprendre, vous qui achetez vos produits, à qui vous voulez les vendre, quelles sont les valeurs en fait que eux portent, et après en fonction de ça, vous choisissez les canaux de distribution qui sont les plus appropriés. Et comme je le disais auparavant, pour moi, les canaux, ils ne sont pas exclusifs. En fait, il faut vraiment que vous soyez agile, que vous, à la fois, il y ait peut-être, dans votre cas, un petit point de vente local chez vous pour présenter votre produit, etc., mais également à distance et également tout le temps utiliser les grands distributeurs. Je pense qu'il faut vraiment travailler sur ces différents canaux et puis être agile, c'est-à-dire voir comment le marché tourne et puis de vous positionner très très rapidement. Mais je suis désolé, c'est peut-être une réponse qui n'est pas... voilà, je ne suis pas un spécialiste du domaine de l'agriculture et du domaine du tourisme ou des choses là. On est plus des spécialistes dans le domaine de l'innovation et donc par ce biais-là, je pense qu'il faut vraiment comprendre quelles sont les attentes du client et comment vos produits peuvent répondre aux attentes du client. Mais là encore, mon autre point de vue, c'est appuyez-vous sur vos organisations professionnelles. C'est-à-dire, tout seul, vous êtes petit, et quand vous adressez à la grande distribution, vous êtes faible, c'est tout le temps un rapport du faible au fort. Et puis, avec vos fédérations, en fait, vous gonflez les muscles, et puis vous dites, moi, j'apporte de la valeur au marché, et vous devez acheter mes produits au juste prix. Voilà, donc l'union fait la force et puis pas miser sur un seul cheval, pour prendre une métaphore agricole aussi. Mais il y a Urs Sao qui voulait répondre à cette question, puis ensuite on prendra aussi une réponse aussi en ligne de M. Lian qui est revenu apparemment. Mais on va commencer par Urs Sao. Presque dans la discussion de cet après-midi. À mon avis, c'est comme dans la bière. Alors on avait les grandes marques qui ont dominé le marché. Et aujourd'hui, à l'époque, on a des milliers de microbreweries pourries. Et c'est la même chose avec la digitalisation. Le consommateur aujourd'hui, il attend une enveloppe digitale pour chaque produit. Et l'enveloppe digitale, c'est différent de le genre du produit. C'est clair, un produit commodity, l'enveloppe est totalement différente. C'est plutôt dans le grand Amazon, le little Amazon, ça veut dire qu'il faut être efficace, le grand volume, ça doit passer comme ça. Tandis que si vous êtes maintenant dans des marchés bien séparés, très locaux, même ultra locaux, il ne faut pas attendre à une solution qui convient tout. Et c'est là où il faut aller. C'est pour nous, c'est aussi pour la politique agricole. Ça devient très difficile parce que c'est qui va faire le jeu. Je pense que c'est personne qui va faire le jeu parce qu'au moment où il va faire le jeu, c'est déjà une autre demande qui revient sur le marché. Et c'est pourquoi je pense que c'est vraiment, à mon avis, il faut prendre le focus du consommateur. Qu'est-ce qu'il attend de mon produit? Et puis, il faut créer cette enveloppe digitale. Si c'est possible, il a un produit qui est déjà là, sur place, on peut le prendre. Et si ce n'est pas possible, il faut le créer soi-même. Et ça, je pense que c'est cette partie entrepreneuriale qui est devenue très, très, très importante. Et surtout, si je vise un peu dans le futur de la Suisse, on n'a qu'une chance avec l'innovation, on n'a qu'une chance avec
la spécialisation et les commodities, on va perdre parce qu'ils sont beaucoup plus meilleurs marchés sur le marché international. Et je pense que c'est aussi dans ce sens, aussi pour les organisations des paysans, il faut voir les choses comme elles se développent. Mais c'est clair, au moment où ce sont les grands acteurs qui font la politique. Mais c'est pourquoi j'ai dit, il y a aussi les new kids on the block, on peut être surpris. Alors nous, quand on a fait le projet Carillon, tout le monde doutait, tout le monde pensait, c'est un risque politique, qu'est-ce qui va arriver? Est-ce que les jeunes entrepreneurs, ce start-up, est-ce qu'ils vont gérer les choses? Mais ils ont très bien travaillé, ils ont un succès énorme et grâce à ça, maintenant ils peuvent continuer, pas avec des bons de l'État, mais des activités qui tournent elles-mêmes parce que c'est un fort lien entre les entrepreneurs et les consommateurs, c'est fait dans les dernières années. Alors je pense que ça va être intéressant aussi de voir un peu, de nouveau un peu plus qu'est-ce qui se passe dans les marchés et peut-être un peu moins les cadres politiques pour l'agriculture. Mais je pense que c'est un trend qui est un peu partout dans le monde. Okay. Merci pour ce point. Effectivement, approche marché. Je vois que Adrien Neby acquiesce aussi sur ce constat. On a justement peut-être aussi M. Lian qui est en ligne, qui voulait encore compléter sur ces questions-là. Justement, qu'est-ce que doivent faire les organisations de producteurs? Donc la question de M. Monin. Oui, alors j'arrivais juste pas à reprendre la parole avant, j'étais coupé sur silence, c'est pour ça, mais je vous ai suivi jusqu'à maintenant. Ok, très bien. En fait, oui, c'était sur le terme de savoir quel acteur allait passer ou quel type d'acteur. Puis là, moi, j'avais peut-être une chose peut-être inattendue à apporter, c'était de dire, si aujourd'hui on est à 1% du marché qui passe en ligne, c'est peut-être un peu tôt pour déjà savoir quel sera le modèle qui va passer demain ou bien quel type. Et puis moi, j'ai des expériences, là, ça fait 7 ans qu'on est dans ce marché-là. Et puis si je dois donner un mot, c'est pas de se dire sur qui je mise ou comment. Parce qu'en fait, ça, il faut garder le point d'interrogation, il faut l'accepter. C'est plutôt de se dire, est-ce que je mise sur ces multicanaux et sur ce numérique pour demain? Et puis si oui, j'y vais, je me cultive, je me forme, je collabore, je travaille, je fais des tests, je vais perdre, je vais échouer, oui, mais au moins dans 5 ans, dans 6 ans, dans 8 ans, j'aurai cette culture. Ça veut dire, quand le marché il va éclore, eh bien, je ne pars pas de zéro. J'ai une culture, je cultive quelque chose, je cultive la donnée, je cultive la logistique, je cultive du multicanaux. Effectivement, ça ne va pas être super rentable à court terme, même peut-être à moyen terme, mais au moins ma société, quand les bons acteurs seront prêts et seront là, eh bien, au moins, je serai déjà dans cette culture et je ne pars pas de loin. Parce que c'est ce qu'on voit maintenant, il y a des gens qui partent de très, très loin. Et il faut prendre le coche. Voilà ce que je voulais amener. Ok, merci beaucoup pour ce témoignage, ce constat qui rejoint aussi un petit peu, qui va dans le sens aussi des écoles. Qu'est-ce que les écoles peuvent faire aussi pour accompagner aussi le processus? Et puis, ce qu'on retient effectivement de votre intervention, c'est le learning by doing. Et puis, effectivement, c'est en faisant qu'on apprend de ses échecs et puis qu'on va de l'avant. Voilà, encore une dernière question encore de la salle. Oui, monsieur. C'est plutôt à titre d'enseignant dans une école, en l'occurrence dans le domaine de la viticulture et du vin, que je voudrais apporter un élément de réponse, à savoir que dans les écoles, ce qu'on se rend compte, c'est qu'il y a des jeunes qui maîtrisent assez bien certaines technologies, que dans des petites entreprises, ça peut suffire pour, de façon très simple, faire une enquête auprès de sa clientèle potentielle. On est surpris qu'en peu de jours, on peut avoir avec 0 francs, mais un appui peut-être d'étudiants intéressés, une vision de la clientèle, de ses attentes, etc. Donc, sans aller dans des trop grandes sculptures sur nuages, machin chose, utiliser les écoles, utiliser les services de conseil, utiliser bien sûr les organisations
formation professionnelle, mais pourquoi pas les écoles qui sont parfois contentes d'avoir des travaux pratiques, des cas pratiques, et puis qui pourraient, si ça tombe pas trop au trop mauvais moment, vous fournir, mettre un peu le pied à l'étrier, et puis alors j'abonde dans le sens de ce qui a été dit, de développer ensuite des compétences en interne, mais avant de se faire aider, ça peut se faire à bon marché, très vite, très simple. Voilà, donc utiliser les structures existantes justement à ce niveau-là. Peut-être aussi, dans le prolongement, la question venait justement de François Monin, donc le directeur d'Agri-Jura, donc Chambre d'agriculture, qui a mis en place aussi un bon exemple dans le domaine de la technologie justement, qui est la plateforme Agrix, qui est dans un autre domaine, qui a été mis en place en fait un partage de machines. Ça a commencé dans le Jura, et puis finalement c'est un projet qui couvre maintenant toute la Suisse romande, une partie de la Suisse alémanique, pour faciliter le partage des machines justement agricoles grâce à un outil technologique, une plateforme technologique. Et puis le succès, alors il y a encore un travail, mais je pense qu'il y a un succès qui est déjà là, c'était surtout d'alléger le travail administratif. La plateforme a permis de simplifier la gestion administrative derrière cela. Et puis là, on voit un exemple concret donc à dupliquer dans le domaine du commerce alimentaire aussi. Voilà ce que je voulais peut-être amener comme complément. Et puis, je regarde l'heure. Donc, il est 12h15, 12h16. Donc, on est on time, comme on dit. Donc, je crois qu'on va faire une pause, un break. Et puis, justement, un repas avec des spécialités régionales qui ont été préparées par notre cuisinier, M. Alain Haddad. Et puis, je vous souhaite une bonne dégustation. Puis surtout, poursuivez les discussions, les échanges pendant le repas. Et puis, je rappelle aussi aux participants d'Europa, 13h15, donc dans 1 heure, on se retrouve dans la salle à côté pour le partage des expériences, visites d'exploitation qui ont été faites hier, mises en commun, donc 13h15 où on était. So, 1:15, so we will be in the room where we were this morning. So,